Alors, les vitamines, on en entend parler tout le temps, mais au fond, qu'est-ce que c'est exactement? Ces toutes petites substances qui sont pourtant si puissantes. D'où vient leur nom? Comment est-ce qu'elles fonctionnent dans notre corps? Et surtout, pourquoi sont-elles si vitales? Allez, on plonge ensemble dans le sujet pour tout décortiquer. Pour commencer, rien de tel qu'un peu d'étymologie. Ce nom, vitamine, vita, amine, ça sonne un peu curieux, non? Eh bien, ce n'est pas un hasard. Le nom lui-même, il nous raconte déjà une bonne partie de l'histoire. C'est un indice sur leur découverte et leur rôle essentiel. Alors voilà l'histoire. On est en 1912 et un certain Casimir Funk fait une découverte. Il combine vita, qui veut dire vie en latin, avec amine, parce qu'il croyait, à tort, que toutes ces molécules avaient une fonction chimique de type amine. Bon, l'erreur a été corrigée depuis, mais le nom est resté. Et il est parfait parce qu'il dit essentiel, ce sont des substances indispensables à la vie que notre corps ne sait pas ou très peu fabriquer. Du coup, pas le choix, il faut les trouver dans ce qu'on mange. Ok, pour y voir clair dans tout ça, il faut savoir s'il y a deux grandes équipes, deux familles de vitamines. Et ça, honnêtement, si on ne doit retenir qu'une seule chose, c'est bien celle-là. Parce que cette distinction, elle change absolument tout. La façon dont le corps les utilise, les stocke et même les dangers qui peuvent y être liés. Alors, pour bien mémoriser la différence, imaginez d'un côté des fourmis prévoyantes et de l'autre des cigales. Les liposolubles, ce sont les fourmis. Elles sont solubles dans le gras et le corps peut donc les mettre en réserve, les stocker dans le foie ou les tissus adipeux. Pratique. À l'inverse, les hydrosolubles, ce sont les cigales. Solubles dans l'eau, le corps ne sait pas les stocker. Tout ce qui est en trop est directement éliminé dans les urines. Résultat, il en faut un peu tous les jours. Allez, on s'intéresse maintenant à la première famille, nos fameuses fourmis prévoyantes, les liposolubles. Celles que le corps garde précieusement en stock. Il y en a 4 principales, A, D, E et K. On va zoomer sur les 2 premières. Mais juste pour info, la vitamine E, c'est un super antioxydant et la K, elle est essentielle pour que le sang coagule bien. On attaque avec la vitamine A, qu'on appelle aussi le rétinol. Et là, premier petit truc pour s'en souvenir, rétinol, rétine, ça se ressemble, non? Eh bien, ce n'est pas du tout une coïncidence, on va voir ça tout de suite. Son rôle le plus connu, c'est vraiment la vision, et en particulier la vision de nuit. Un de ses dérivés, le rétinal, est un composant essentiel de la rétine. Sans lui, impossible de bien voir quand la lumière baisse. Mais ce n'est pas tout. Elle joue aussi un rôle clé pour notre système immunitaire. On la trouve directement dans les produits animaux ou alors sous forme de bêta-carotène dans les carottes et autres légumes colorés que notre foie se charge de convertir. Et attention, quand on manque de vitamine A, les conséquences peuvent être terribles. On ne parle pas juste de moins bien voir la nuit. Une grosse carence peut provoquer ce qu'on appelle la xérophthalmie. En gros, la cornée s'assèche, et ça, c'est irréversible. Ça peut même aller jusqu'à rendre aveugle. Ça nous rappelle à quel point elle est fondamentale. On passe maintenant à une vitamine un peu à part, une vraie star, la vitamine D. On la surnomme la vitamine du soleil, et on va vite comprendre pourquoi. C'est la seule que notre corps peut produire lui-même en masse, mais il lui faut un ingrédient un peu spécial qui ne se mange pas. Le mécanisme est fascinant. En fait, ce sont les UV du soleil qui, au contact de la peau, transforment une sorte de cholestérol en vitamine D. Ensuite, elle fait un petit voyage dans le corps, passe par le foie, puis les reins, et là, elle se transforme en sa forme active, le calcitriol. Elle devient alors une véritable hormone qui a une mission, augmenter le calcium dans le sang. Comment? En disant à l'intestin « et absorbe plus de calcium ». Encore un mémo facile, calcitriol pour calcium. Du coup, on comprend tout de suite ce qui se passe si on en manque. L'exemple historique, c'est le rachitisme chez les enfants, cette maladie qui déformait les os. Chez l'adulte, ça s'appelle l'ostéomalacie, mais l'idée est la même. Les os deviennent fragiles. Tout ça à cause d'un manque de vitamine D. Allez, on change de camp. On quitte les fourmis prévoyantes pour passer aux cigales, les hydrosolubles. Souvenez-vous, celles-là, pas de stockage. Le corps les utilise et jette le surplus. Ça veut dire qu'il faut en consommer très régulièrement. Dans cette équipe, on a la fameuse vitamine C et tout le gang des vitamines B. La vitamine C, ou acide ascorbique pour les intimes, c'est sans doute la plus connue de toutes. On pense tout de suite à l'orange du matin, mais en réalité, ses super pouvoirs sont bien plus étendus que ça. D'abord, c'est un antioxydant surpuissant, un vrai bouclier qui protège nos cellules. Ensuite, elle est cruciale pour fabriquer le collagène. Le collagène, c'est un peu le ciment de notre corps. Il maintient la peau, les os, les vaisseaux sanguins, tout. Et petit bonus, elle aide le corps à mieux absorber le fer qu'on trouve dans les végétaux. Le seul bémol, c'est qu'elle est hyper fragile. La chaleur, par exemple, la détruit très facilement. Et pour comprendre à quel point elle est vitale, il suffit de penser au scorbut, la terrible maladie des marins d'autrefois.
Sans vitamine C, pendant des mois, leur corps ne pouvait plus produire de collagène. Résultat, tout se dégradait. Des hémorragies, un épuisement total. Ça illustre parfaitement pourquoi cet apport quotidien est non négociable. Maintenant, place à une véritable équipe, un collectif, le groupe des vitamines B. Elles sont plusieurs, chacune avec sa spécialité, mais elles bossent main dans la main. Imaginez-les comme les motoristes de notre métabolisme, celles qui font tourner la machine à énergie. C'est un groupe très diversifié. La B1, par exemple, elle est indispensable pour transformer les glucides en carburant. Les B2 et B3, elles, sont des sortes de taxis à énergie dans nos cellules. La B9, le folate, elle est capitale pour la synthèse de notre ADN. Et la B12, indispensable pour nos globules rouges et notre système nerveux. Bref, chacune son job, mais toutes sont au cœur de la mécanique du vivant. Et ce qui est fou, c'est que toute l'histoire des vitamines a commencé grâce à la B1. À la fin du 19e siècle, un médecin, Eichmann, observe que des poulets nourris uniquement avec du riz blanc tombent malades. Il développe le beriberi. Des années plus tard, Casimir Funk comprend qu'il manque quelque chose dans ce riz raffiné. Il isole cette substance et la baptise vitamine. En fait, l'histoire de la vitamine B1, c'est l'acte de naissance de toutes les autres. Bon, on a vu les deux grandes familles, mais maintenant, il faut parler d'un concept absolument central, l'équilibre. Parce qu'en matière de vitamines, le plus n'est pas toujours l'ami du mieux. Le manque est un problème, c'est sûr, mais l'excès peut aussi en être un. Quand on manque de vitamines, ça a un nom scientifique, l'hypovitaminose. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça n'arrive pas d'un coup. C'est un processus lent, insidieux, qui se déroule en plusieurs phases. Au début, le corps puise juste dans ses réserves, sans qu'on ne s'en rende compte. Puis, si on faisait une prise de sang, on verrait que quelque chose cloche. Ensuite, des signes très généraux apparaissent. Un peu de fatigue, une perte d'appétit, rien de très alarmant. Et c'est seulement tout à la fin, quand le corps est vraiment à bout, que les maladies de carence spécifiques, les vrais signaux d'alarme, apparaissent. Alors, la question c'est, qui risque quoi ? La carence, l'hypovitaminose, eh bien ça peut arriver avec n'importe quelle vitamine. Par contre, l'excès, qu'on appelle l'hypervitaminose, c'est quasi exclusivement un problème avec les liposolubles. Et la logique est implacable. Ce sont les seuls que le corps stocke, le surplus s'accumule. Et cet excès, il ne vient quasiment jamais de l'alimentation, mais bien d'une surconsommation de compléments. Et comme si ce n'était pas assez complexe, il existe des méchants dans cette histoire, les antivitamines. Ce sont des substances qui viennent carrément bloquer l'action des vitamines. Par exemple, l'avidine, qu'on trouve dans le blanc d'œuf cru, empêche d'absorber la vitamine B8. Ou encore, une enzyme dans certains poissons crus qui détruit la vitamine B1. C'est un petit détail, mais ça montre à quel point tout est une question d'interaction. Et on termine sur une interrogation qui nous ramène à notre quotidien. C'est vrai, les grandes maladies de carence comme le scorbut, ça semble dater d'une autre époque. Mais avec nos modes de vie modernes, la transformation industrielle des aliments, les cuissons à haute température, la conservation, est-on vraiment à l'abri ? La question d'avoir le bon apport, le juste équilibre en vitamines n'a sans doute jamais été aussi pertinente. Voilà qui donne à réfléchir.